Alors, je suis Florence Baron, en effet, directrice du campus cyber Hauts-de-France, Lille Métropole. Ouais, c'est important de signaler tout le monde. Alors, le campus cyber, il dépend d'Eura Technologies. On est donc une entité d'Eura Technologies. On est juste à côté. Là, on traverse la rue et vous avez le campus. Donc, si certains souhaitent venir nous voir à un autre moment, bien sûr, on vous accueillera avec plaisir. Mais ce n'est pas pour parler de moi que nous sommes réunis ici. Donc, nous avons en effet 3 intervenants sur cette table ronde consacrée à la cybersécurité et l'IA. Il y a pas mal de choses à dire. La cybersécurité est un domaine technologique. Donc, comme tout domaine technologique, il y a de l'IA maintenant. Enfin, pas seulement maintenant. Ça fait déjà plusieurs années que l'IA est intégrée dans des solutions de cybersécurité ou de cybercriminalité. On verra qu'il y a les deux aspects. Et c'est ça qui est peut-être et le plus intéressant et le plus inquiétant. Donc, 3 intervenants. Donc, Théo Plantier, à côté de moi, qui est le CEO d'Oversoc. Alors, pour le faire vite, parce qu'on pourrait parler beaucoup d'Oversoc, qui est un bébé Aura Technologies et qui est maintenant résident du campus cyber. Donc, tu as été notre premier résident. Donc, merci encore de ta confiance. Donc Oversoc, donc c'est un logiciel de cybersécurité. Alors j'ai gardé les acronymes parce que ça me fait toujours rire. Donc de CAASM, donc en bon français dans le texte, c'est Cyber Asset Attack Surface Management. Donc pour résumer, ça agrège et corrèle toutes les données IT et cyber. Exactement. Le sujet, c'est consolider le pipeline de données cyber. Et on est aussi membre de la Cité de l'IA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est intéressant d'avoir les deux. Donc nous saluons certains membres, dont Hélène, qui est dans la salle. À côté de toi, donc Gilles Désoblin, directeur du programme Sibelia de l'IRT Systemix. Donc pour dire 2 mots de l'IRT Systemix, ça a été créé en 2012, donc déjà 12 ans, dans le cadre du programme d'investissement d'avenir qui est désormais intégré à France 2030. Institut donc de recherche qui est à Saclay, en région parisienne. Je me trompe pas. Et à Lyon. On a un point de présence à Lyon également. Donc, se positionne comme un accélérateur de la transformation numérique de l'industrie, des services et des territoires. Donc, le programme Sibelia, c'est le programme qui est consacré plus particulièrement à la cybersécurité. Oui, à l'usage de l'IA pour la cybersécurité. Voilà. Donc, vous avez aussi les deux aspects. Et à vos côtés, Benjamin Leroux, directeur marketing d'Advance. Donc, si vous êtes des locaux de l'étape, vous connaissez bien sûr Advance. Si vous n'êtes pas des locaux, je pense que vous connaissez quand même Advance, donc, qui est une des pépites aussi de la région, même si maintenant vous êtes développé très très largement, presque dans toute l'Europe. Ça commence. Donc, leader européen, plus de 500 collaborateurs à travers... Est-ce que vous êtes en dehors de l'Europe? Non, c'est pour l'instant Espagne et Angleterre. Espagne, Italie, Allemagne. Allemagne, pardon. Voilà, Angleterre sera pour la prochaine. Ça sera pour l'année prochaine, on pourra parler de l'Angleterre. Et surtout, Advance a publié il n'y a pas très longtemps, alors je l'ai parcouru avec beaucoup d'intérêt, un livre blanc, Introduction à l'IA de confiance. Donc on parle quand même pas mal de l'IA générative, mais pas que. Et c'est vrai que même si c'est un ouvrage qui est annoncé comme plutôt à destination de personnes qui ont un bagage technique, je trouve que c'est quand même assez accessible. Oui, en fait, ça fait quelques années qu'on utilise, nous, l'intelligence artificielle pour renforcer les capacités de détection des attaques dans le SOC. Et là, pour nous, c'était le moment d'aider les équipes, notamment métiers, toutes les équipes qui mettent en place de l'IA pour sécuriser cette IA. Donc, c'est vraiment la cyber vers l'IA et pas l'IA pour la cyber cette fois-ci. Voilà. Et alors, sur les autres ouvrages, je vous recommande également l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la cybersécurité, de la sécurité des systèmes d'information, qui a également publié un document. L'ANSSI publie énormément de choses. C'est souvent très, très intéressant. C'est parfois un peu technique. Mais là aussi, l'ouvrage est vraiment intéressant. Il a été publié en avril 2024 sur IA et cybersécurité avec pas mal d'exemples aussi. Donc, c'est toujours pertinent parce qu'on va en parler aussi. Il faut des exemples pour comprendre aussi de quoi on veut parler. Alors justement, de quoi parle-t-on? Et Gilles, je vais me tourner vers vous quand on parle d'IA et de cybersécurité. J'ai dit que vous étiez le directeur d'un labo qui justement couplait les deux notions. C'est quoi le couple IA cybersécurité? Alors effectivement, IA et cyber, c'est un couple explosif. On a travaillé avec un certain nombre d'industriels du milieu du transport, de la défense,
et de l'aéronautique, l'aérospatiale, etc., de l'énergie, pour essayer de définir quels étaient leurs grands besoins en termes de résilience, donc liés à un aspect plutôt cybersécurité. Et l'IA est venue directement en disant, en se questionnant sur comment l'IA peut apporter une solution à mes préoccupations de résilience, quel que soit mon métier. Donc, on a abordé la préoccupation des opérateurs de SOC, par exemple, comment l'IA peut être un outil pour traiter les gros volumes des données, gérer l'automatisation de l'hétérogénéité des données qui remontent, aider de façon automatique les pré-traitements pour aider les opérateurs à prendre les décisions basées sur ces pré-analyses. Ça, c'était un premier aspect. L'autre aspect, c'était comment l'intelligence artificielle peut aussi aider des opérateurs qui n'ont absolument aucune compétence cyber. Je m'entends par là, par exemple, des opérateurs de dispatch d'électricité sur un réseau de transport d'électricité. Il y a des dysfonctionnements. Ces dysfonctionnements sont-ils d'ordre fonctionnel, d'ordre cyber? Donc là aussi, comment l'IA peut aider à apporter des éléments d'information pour que cette situation de dysfonctionnement puisse apporter des éléments à un opérateur non cyber pour prendre une décision d'interruption, par exemple, du modèle opérationnel du service. Alors, tout à l'heure, on abordera plus précisément les avantages de l'IA, notamment dans les métiers de Théo et de Benjamin. Ça fait 12 ans que le labo, enfin l'IRT Systemix existe. Ça fait combien de temps qu'on fait de l'IA depuis le début? Et puis surtout, enfin, alors je pose la question et je réponds. C'est mauvaises habitudes. Je suis une ancienne journaliste, donc de temps en temps, j'ai des réflexes. Donc ça fait longtemps, mais je pense que l'IA dont on parlait, même si les concepts sont connus depuis très très longtemps, l'IA que l'on faisait il y a peut-être 10 ans n'est pas la même que celle que l'on fait aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors l'IA, c'est pas une science nouvelle. Ça fait 70 ou 80 ans que l'IA existe. Les systèmes experts, c'était aussi de l'IA. Donc après, il y a les LLM aujourd'hui, l'IA autogénérative. Mais il y a aussi tous les modèles d'apprentissage. Enfin, il y a une pluralité d'IA. Donc, quand on parle d'IA, c'est vraiment un terme générique qui est un petit peu galvaudé. Et aujourd'hui, on a plein de solutions différentes. Chez Systemix, on est parti initialement sur des préoccupations plutôt de simulation de systèmes complexes. Un système aérien, un système ferroviaire. Comment un système complexe, on peut le modéliser et après simuler son comportement. Pour ça, on a besoin d'IA. Parce que sinon, c'est assez compliqué de faire varier tout un tas de paramètres et puis de savoir comment le comportement du système va évoluer. Ce qui veut dire aujourd'hui que tous les industriels, parce que vous travaillez avec les industriels et pour les industriels, c'est un peu la raison d'être de Systemix, aujourd'hui tous les industriels utilisent l'IA. Alors, tous les industriels, pas encore, mais tout le monde souhaite. Après, la préoccupation dans l'industrie, c'est quels sont les risques qu'engendre l'usage de l'IA dans mon système ou dans mon service. On voit bien que si on embarque de l'IA, ne serait-ce que dans un véhicule, on a déjà ça aujourd'hui dans notre voiture. Enfin, pas mal d'entre vous, je pense, ont des aides à la conduite qui embarquent des IA qui permettent de faire la détection. Quels sont les risques que l'on fait en faisant ça? Ça, c'est une vraie préoccupation. Il y a beaucoup de littérature. J'ai lu beaucoup de choses et il y a de quoi passer quelques nuits blanches sur le sujet. Benjamin, donc l'IA aussi chez Advance, c'est pas nouveau, mais donc comment on utilise l'IA dans les solutions, les produits Advance? Alors nous, on l'utilise beaucoup dans ce qu'on appelle le SOC. Donc le SOC, c'est un peu la tour de contrôle où on va venir superviser la sécurité de nos clients. Et depuis au moins 4 ans, on l'utilise avec les logiques effectivement de modèles d'apprentissage, les réseaux de neurones, le machine learning, pour traiter un énorme volume de données. Un des challenges de la cyberdéfense, c'est d'avoir un œil partout, donc de collecter beaucoup d'informations et d'être capable de trier tout ça. Et aussi de pouvoir, en analysant ce qui est normal, entre guillemets, dans un réseau, dans un ordinateur, détecter ce qui n'est pas normal et ce qui est très probablement une attaque. Et là, ça a été vraiment très intéressant parce que historiquement, la sécurité, elle cherche une maladie déjà connue. Elle cherche un virus dans une base de virus. Un antivirus traditionnel, c'est ça. Il connaît toutes les maladies, il cherche ce qui ressemble à la grippe ou au Covid. Et avec l'IA, on avait des choses qui ressemblent à une maladie, qui ont la couleur, la forme, l'odeur de la maladie, mais dont on ne sait pas si c'est une nouvelle maladie ou une ancienne. Et donc, avec l'IA, on peut détecter
détecter des nouvelles attaques et on peut avoir un temps d'avance sur les attaquants. Donc des espèces de signaux faibles, c'est ça ? Des signaux faibles ou des caractéristiques d'un virus nouveau qui ne serait pas répertorié. Et ça nous a permis, nous, chez certains clients, de bloquer des attaques au tout début, voire même quand elles étaient vraiment naissantes. Et là, on commence à être hyper puissant parce qu'on n'est plus dans une cyber qui constate l'attaque en disant zut, on l'a bloqué, mais on est vraiment dans du presque préventif. Ouais. D'accord, oui, parce qu'en fait, il faut bien dire, pour ceux qui ne savent pas, un SOC, votre SOC, vous avez plusieurs centaines de clients sur lesquels vous faites justement cette administration. Ouais, tout à fait. C'est des centaines de milliers de serveurs, endpoints, etc. sur des centaines de clients. Donc évidemment, chaque client, on ne mélange pas les données de tout le monde, hein, mais on consolide beaucoup d'informations et c'est aussi pour ça qu'il y a des solutions comme Oversock pour aider à digérer tout ça. Mais il y a énormément de données. Un être humain ne peut pas les traiter, ça ferait trop d'alertes parce que parfois il y a des fausses alertes et des vraies alertes. Et l'IA est une aide pour booster les capacités d'analyse de ce qu'on appelle les analystes ou les opérateurs de SOC. Et on commence aussi, on en a un peu parlé, à utiliser l'IA pour faciliter la réponse en cas d'incident, donc la remédiation, le traitement, avec soit des moteurs d'IA pour poser des questions, donc qu'est-ce que je dois faire quand il se passe ça, ou soit pour commencer à automatiser en disant tu as vu telle chose, bloque l'attaque, ferme la porte, sécurise le serveur. Est-ce que tu as vu un basculement ces 2-3 dernières années? Parce que là aussi, ce n'est pas nouveau. Donc, moi, j'ai visité des SOC il y a déjà assez longtemps. C'était déjà automatisé. Enfin, bon, il y avait déjà des systèmes de traitement. Mais est-ce que là, depuis 2-3 ans, ça s'accélère? Oui, une des accélérations, c'est un peu global dans la cyber, mais donc vous savez tous qu'on a dû faire face au ransomware, au rançongiciel, là, ces fameux virus qui chiffrent les données et qui demandent une rançon. Et les attaquants derrière ça, qui sont souvent des gens très malins, hein, qui sont aussi bons, voire meilleurs que nous pour gérer toutes ces nouvelles technologies, ces nouveaux concepts, ils ont bien compris qu'un virus, ça devait être indétectable. Donc c'est pour ça que ça doit être plein de gros mots, ça doit être polymorphe, ça doit faire plein de choses. Voilà. Et en gros, comme ça change tout le temps, on a du mal à les détecter. Et l'IA permettait notamment de détecter, donc dans le jargon technologique, on est passé des antivirus aux EDR. Et tout ce mouvement, il y a quelques années, et une réponse de l'industrie au ransomware. On voit bien que la réponse n'est pas parfaite, hein, malheureusement il y a encore des attaques, mais globalement, en particulier grâce à certaines formes d'IA, depuis je dirais 2 à 4 ans, ça s'est généralisé, on a une réponse un peu plus pertinente au fléau du ransomware. D'accord, merci Benjamin. Alors Théo, quand on a préparé cette table ronde, tu as insisté, et tu as bien fait d'ailleurs, pour voir aussi les côtés positifs de cette IA, donc, parce que Oversock, vous êtes assez jeune encore, et je pense que vous êtes né avec l'IA. De toute façon, la société a été aussi a tout de suite embarqué ce genre de technologie. Bien sûr, il y a des risques, on y reviendra tout à l'heure, mais l'IA aussi, c'est vraiment... de toute façon, on ne peut plus s'en passer, et toi, dans tes solutions, tu ne peux plus s'en passer, mais il y a d'autres avantages aussi. Oui, tout à fait. Alors, chez Oversock, qu'est-ce qu'on fait? Justement, on fait de la consolidation de données. Comment on fait pour aider les entreprises qui ont multiplié les outils de défense informatique, qui ont parfois 10, 15, 20 outils différents et qui passent 50% de leur temps à consolider cette donnée manuellement. Et l'idée, justement, quand on a des SOC, notamment opérés par la société comme Advance, c'est que cette donnée, cette cartographie, cette compréhension de ce qu'on doit protéger soit extrêmement claire pour que les gens qui fassent la tour de contrôle ou qui mettent le coup de pied dans la porte savent exactement où aller. Donc nous, dans les entreprises qu'on adresse, qui sont des ETI ou des grands groupes, on voit systématiquement, dans les équipes IT ou les équipes cyber, des professionnels qui coûtent cher aux entreprises, qui perdent du temps dans la consolidation de leur pipeline de données cyber. Ce que fait Oversock, c'est les aider à automatiser ça. Donc ça, c'est plutôt ce qu'on fait côté client. On a évidemment un enjeu de data engineering. Souvent, quand on parle de data scientist, on imagine qu'on peut faire du calcul sur tout instantanément, mais en fait, il y a un boulot de plomberie qui n'est pas forcément très sexy, mais qui est vraiment nécessaire. Il ne faut pas imaginer aujourd'hui que l'IA peut tout faire là-dessus. Il y a encore énormément à faire pour être capable de recevoir n'importe quel flux et le ranger au bon endroit sans connaître ni sa forme, ni ce que ça fait. Donc on a vu une progression depuis notre existence, nous on est né il y a 4 ans, assez forte là-dessus, mais dès le début c'était dans nos considérations. Donc qu'est-ce qu'on fait de positif avec ça? Il y a 2 cas d'usage. Il y a un premier cas d'usage plutôt pour nos clients. Quelles sont les briques informatiques qu'on peut placer sur leur pipeline de données cyber pour automatiser ça? Donc ça passe par des LLM. Mais ce n'est pas le cas d'usage le plus intéressant. Ça l'est pour nous parce que c'est notre cœur de métier. Mais ce qu'on voit
nous, en tant que start-up, avec des équipes réduites qui doivent faire de la cyber, et c'est assez intéressant parce qu'aujourd'hui, dans les acteurs avec lesquels on a des instituts de recherche avec lesquels on travaille qui sont à l'état de l'art, donc ça permet de voir quelles briques existent et ce que nous, on doit développer pour aller un cran plus loin parce qu'on n'a pas 500 chercheurs en IA. Et on a justement des entreprises de services qui sont en lien avec ces clients, plutôt sur la partie réaction. Et ce qu'on fait, parce que nous, on doit faire énormément de développement logiciel, c'est 85 ou 90% de notre masse salariale, comment on peut automatiser certaines choses sans essayer de tout automatiser parce que ça ne marche pas, en respectant la confidentialité des données des clients et surtout notre propriété intellectuelle, parce qu'on ne peut pas se permettre de pousser de l'API n'importe où. Et donc, ce qu'on a fait à partir de fin d'année dernière, c'était de placer un LLM qui utilise Mistral. Donc, en gros, c'est un ordinateur qui est dans nos bureaux. Mistral qui est français. Hein. Mistral qui est français, évidemment. Cocorico, comme tu disais. Parce que c'est assez important pour nos clients et c'est moins facile d'utiliser des modèles américains, comme on dit, on-prem, c'est-à-dire où toute la donnée ne sort pas et on peut vraiment exploiter ça. Et l'idée, c'était de se dire comment nos devs, comment nos développeurs informatiques, donc il y a de tout type, quoi, que ce soit du front, du back ou du traitement de données, comment faire pour que ce soit plus performant. Parce qu'on sait que c'est une ressource difficile à trouver. Et grâce à ces modèles, on arrive à faire ce qu'on appelle de la revue de code, de la création de code, ou même de la correction de code. Et donc on a aujourd'hui des conversations internes, donc toute la donnée est chez nous, ça je le répète, c'est absolument important parce qu'on traite de données clients, entre nos devs et ce LLM, qui permet de corriger du code. Et donc sur tout un tas de choses, aussi bien le front-end, le back-end que le traitement de données. Donc ça fait partie des usages dont on entend moins parler en cyber, parce qu'en fait ça pourrait être utilisé dans n'importe quelle industrie de développement logiciel. Mais c'était un cas d'usage intéressant à vous présenter, parce qu'on entend souvent justement les attaques et ce que font les SOC pour se défendre. Et il y a aussi ce côté pour les startups qui ont peu de ressources et qui ont besoin d'aller très vite et de trouver des choses efficaces. Voilà, c'était une vraie bonne découverte qui fonctionne. Oui, parce qu'en plus, comme tu dis, vous n'avez pas beaucoup de ressources humaines et en cybersécurité, la ressource humaine coûte très cher. Donc déjà, il y a des problèmes de coût et ça vous permet, vous aussi, d'avoir accès à des outils qui ne sont pas trop onéreux non plus à l'usage. Oui, et la vraie différence entre il y a 4 ans, quand on commençait à se dire peut-être qu'on pourrait faire de l'IA et ça coûtait extrêmement cher, et maintenant, c'est qu'il y a des briques qui sont sur étagère. Donc tout l'enjeu pour nous, c'est de travailler en interne avec des gens qui maîtrisent le sujet, qui sont capables de se dire tiens, qu'est-ce qu'on peut faire avec des instituts de recherche pour aller régler un problème spécifique, parce qu'il y a demain autant de modèles d'IA que de problèmes. Il ne faut pas imaginer qu'on aura une super intelligence qui fera tout, ou en tout cas pas tout de suite. Donc l'enjeu, c'est de se dire comment on fait pour être malin, utiliser l'existant, et pas réinventer la roue, et aller juste le cran plus loin pour vraiment innover. Donc quand on bosse avec des instituts de recherche là-dessus, ça permet de cibler bien ce cas d'usage et savoir ce qu'on doit résoudre, ça permet d'économiser des sous. Et quand on est proche de boîtes qui ont des centaines de clients, ça permet de comprendre justement comment se positionner, soit pour ne pas se faire manger par un Américain demain, soit pour ne pas passer des années à creuser le mauvais cas d'usage. Et d'avoir des outils plus performants, hein, si on peut résumer. Enfin, Benjamin l'a rappelé, mais aujourd'hui, ça vous permet quand même d'avoir des outils plus performants. Oui, absolument. Ouais. Et alors, parce qu'en face, en fait, ils sont aussi bons. On va y venir dans cette deuxième partie. Côté attaquant. Alors, je n'ai pas dit, mais je laisserai la parole pour des questions-réponses, mais à la fin de la table ronde. Donc, attaquants, ils sont aussi très, très, très forts. D'ailleurs, quand j'ai préparé cette table ronde, j'ai trouvé beaucoup de littérature sur les attaquants. On connaît tous les deepfakes, hein, enfin de tout ce qui est manipulation de l'information. Ça, c'est le côté, j'ai envie de dire presque grand public de cette cybercriminalité. L'ANSSI a catégorisé trois types d'attaques. Puis, Gilles, on va y revenir avec vous. L'attaque par manipulation, l'attaque par infection, l'attaque par exfiltration. Bon, voilà. Au-delà de ça, c'est vrai que les attaquants, ils sont comme vous, c'est-à-dire que, et certains ont encore plus de moyens que la start-up Oversock ou même la belle entreprise Advance. Certains ont beaucoup de moyens, beaucoup de ressources humaines aussi, et ils utilisent l'IA à des fins criminelles un peu dans tous les sens. Oui, tout à fait. Alors l'IA, c'est un formidable outil. Pour l'automatisation, pour l'autonomisation, on y reviendra peut-être. Enfin, c'est un formidable outil, à la fois pour les industriels, pour apporter des nouvelles solutions, des solutions plus efficientes, mais aussi pour les attaquants. Et les attaquants, en général, ils ont un petit temps d'avance sur les autres. Leur modèle économique, hein, c'est soit de la grosse diffusion, et donc sur le phishing, on voit bien, je pense que tout le monde a noté cette
cette escroquerie absolument remarquable dans sa préparation et dans son ampleur. C'est une entreprise hongkongaise, d'entreprise financière hongkongaise. Donc, un des salariés a été financier, bien sûr, a été contacté à une réunion Teams à laquelle participait le directeur financier, d'autres intervenants qu'il connaissait. Et donc, toute la réunion Teams s'est déroulée avec des décisions, des discussions et une demande, in fine, de faire des virements dans différents comptes. Ce que l'employé a fait. Et toute cette réunion Teams était complètement fake. Et ça, c'est donc une préparation énorme, mais c'est un exemple de ce qu'est capable de faire l'IA et comment les attaquants l'utilisent. Parce qu'ils se sont renseignés sur la société, sur les intervenants. Ils ont récupéré des images des intervenants. Ils ont fait parler, comme ce que vous voyez sur TF1, sur d'autres grandes chaînes de télé. Vous avez des visages et des humoristes qui font parler des personnes connues. Là, c'était des salariés, et le CFO en particulier, de l'entreprise qui parlaient, qui donnaient des ordres aux salariés de faire ces virements. Donc tout paraissait réel. Et au final, l'employé a fait les transactions financières. Donc à la fois, l'IA a servi à récupérer les informations, à faire du social engineering, à utiliser les images et à utiliser les voix réelles des personnes pour mener cette réunion. C'est un exercice extrêmement compliqué à faire. Aujourd'hui, les attaquants sont capables de faire ça. Alors, bon, il y a des solutions pour essayer de remédier à ça, mais c'est pas simple. C'est pas simple. Donc voilà le type d'exercice auquel on est confronté quand on utilise de l'IA. Un autre exemple que je peux donner, par exemple, c'est, je parlais tout à l'heure de machine learning pour classifier un certain nombre d'éléments et faire apprendre à un modèle les décisions à prendre en fonction de ce qu'il voit. Si je reprends mon exemple de véhicule sur la route, dans votre véhicule, vous avez peut-être des systèmes de détection de panneaux, notamment de panneaux stop, de vitesse, etc. Il y a eu des études là-dessus. Ce type de modèle, certains en tout cas, peuvent être très facilement leurrés uniquement en modifiant très très légèrement un panneau. Donc si le panneau stop, par exemple, avec un reflet du soleil ou avec un petit sticker en bas du stop, plusieurs modèles d'apprentissage étaient en défaut. Donc vous pouvez imaginer, si on embarque ce type de modèle dans un véhicule, les problématiques que ça peut rencontrer. Et bien sûr, ça, c'est des actes malveillants. Donc là encore, il y a des solutions pour contrer ça, mais ça montre bien que l'IA est une arme à double tranchant, finalement. Est une arme à double tranchant. Merci Gilles. Alors, Benjamin, l'IA, on l'a vu, ce que l'on peut faire, quelques exemples qui nous ont été donnés. Il y a aussi l'IA qui peut être aussi, pervertie dès la source. D'ailleurs, j'ai retrouvé, pas une petite citation, mais OpenAI, donc OpenAI, tout le monde connaît ChatGPT, a explicitement demandé aux utilisateurs de ne pas partager d'informations sensibles dans leur conversation. Ça va être dur, avec le nombre d'utilisateurs et tout ce qu'on en fait. Ouais. Et là, c'est vraiment un cas de scénario de risque qui est extrêmement évident et qui s'est déjà produit probablement dans vos entreprises. Beaucoup d'utilisateurs ont découvert les joies de ChatGPT et équivalent Copilot chez Microsoft, Gemini chez Google. Voilà, on est en panne d'inspiration pour faire un mail, un doc, on demande à ChatGPT, imaginons par hasard, ici, je suis dans une boîte de retail, je dois écrire le plan stratégique avec ça, ça et ça comme info. On ne pense pas anonymiser, on va mettre le nom de la boîte, comme ça on gagne du temps pour le copier-coller. Et puis on nourrit un petit peu son prompt avec des bonnes données. On va mettre peut-être les taux de la croissance, les chiffres d'affaires, des éléments de la stratégie. Et puis en retour, on s'attend à avoir un joli texte qui va bien, peut-être dans la langue qu'on ne maîtrise pas parce que c'est une présentation à faire en anglais. Et puis on a filé le plan stratégique à ChatGPT. Ou à un autre moteur. Voilà, ça c'est vraiment un cas d'usage. Ça part... Comme souvent, ça ne part pas d'un mauvais sentiment. Les gens qui font ça ne sont pas des hackers cachés derrière leur écran. C'est des utilisateurs qui utilisent des solutions informatiques
très faciles, qui ont une belle promesse de faire gagner du temps, de nous faciliter la vie. Et puis on ne se rend pas compte, on file beaucoup d'informations. Et autre point assez critique aussi pour lequel peut-être on se rend un peu moins compte, c'est que beaucoup de solutions en mode SaaS intègrent de l'IA pour analyser de la donnée, pour optimiser des processus, optimiser des flux, optimiser plein de choses dans votre entreprise. Et, donc c'est très bien, il y a des très belles boîtes, il y a une belle innovation qui se développe. Par contre, souvent, l'entreprise est assez jeune, c'est des structures qui n'ont pas une forte maturité sécurité. Ils vont demander à vos entreprises, quelles qu'elles soient, vous voulez qu'on bosse ensemble, on va se connecter sur vos bases de données, sur votre data lake. En gros, on va venir aspirer plein de données de chez vous. On passe ça dans l'IA, c'est un peu magique, on ne sait pas trop où ça va, dans quel système, dans quel pays. Et puis à la fin, je vous assure, on va faire une analyse et vous allez recevoir de la performance quelque part, de la valeur en retour. Et c'est probablement très bien, mais c'est rarement assez cadré. Et là, assez souvent, c'est open bar, on va filer plein d'informations, la base de données clients, les habitudes d'achat, des transactions, des données industrielles sur un système, sur un automate ou je ne sais quoi. À la fin, oui, on va en tirer de la valeur, mais voilà, ayons en tête qu'on en donne probablement peut-être un peu trop à des acteurs dont la maturité sécurité, cybersécurité, GDPR, privacy est probablement encore un peu faible. Et donc là aussi, on s'expose. Encore une fois, on voulait bien faire, on voulait profiter de la puissance de l'IA, mais ça manque un peu de garde-fou. Donc il va falloir intégrer tout ça dans les nouveaux usages. Et alors justement, Advance a publié un livre blanc sur l'IA de confiance. Alors comment on fait confiance ? Alors c'est un vaste débat. Il y a eu quelques principes. Ce qu'il y a de très intéressant aussi dans l'IA, ce qui peut aussi provoquer d'autres nuits blanches, c'est toute cette littérature sur l'éthique, c'est presque philosophique. Le privacy. Il y a beaucoup de choses. Il y a un cadre réglementaire d'ailleurs qui se prépare, le AI Act, qui est intéressant. Mais du coup, voilà, on retombe sur des principes de by design, comme on dit, comme l'un des vœux pieux de la sécurité, c'est de faire de la sécurité dès le début. Et un des exemples, c'est justement la protection des données, comment on fait l'apprentissage maîtrisé, sécurisé d'un algorithme. On essaie de ne pas mettre n'importe quoi comme données. On fait en sorte qu'une personne mal intentionnée ne pourra pas venir changer les données pour faire apprendre une mauvaise normalité à l'algorithme. Donc ça, c'est des choses à intégrer aussi dès la conception avec les équipes dont parlait un peu Théo, les data scientists, tous ces gens qui font ce fameux engineering de la donnée qui est complexe, qui sont des gens qui sont très bons en data, mais peut-être pas encore au niveau en cyber de l'IA. Et donc, il va falloir les accompagner comme on a accompagné des développeurs, des chefs de projet informatiques par le passé. Oui, il y a encore du travail. Et il y a encore du travail. La security by design, on n'en est encore qu'au début. Merci Benjamin. Théo, justement, sur ces risques de l'IA, donc tu nous as évoqué les avantages que ça pouvait présenter, notamment pour une start-up. Mais toi, qu'est-ce que tu vois de l'autre côté, en fait ? Et un peu la même question qu'à Benjamin. Comment faire ? Comment se prémunir face à tous ces risques qui sont réels ? Nous, en tant que start-up, on a justement montré patte blanche. Je pense que l'exemple que donne Benjamin sur ce que les grosses boîtes qui ont parfois envie de bosser avec des plus petites structures imposent comme règle et ont parfois envie de tordre pour pouvoir travailler avec la start-up du coin, ça, en fait, c'est à ne pas faire. Et donc, comment s'en prémunir ? C'est avoir des normes d'hygiène de base et finalement ne pas envoyer d'accès en clair, ne pas imaginer non plus que l'IA black box peut fonctionner. Donc, nous, on fait beaucoup de... Déjà, on monte patte blanche, c'est-à-dire qu'on remplit tous les formulaires de sécu, pas avec de l'IA, mais avec nos normes, et on ouvre le capot assez volontiers pour expliquer ce qu'on fait. Et ça passe vraiment par l'explication. Dans un pipeline de données cyber, il y a 5 ou 6 étapes, de la collecte à l'unification, au stockage, l'enrichissement, et ensuite l'exploitation. Et nous, ce qu'on fait pour rentrer dans des grands groupes, sans que ça mette 3 plombes et qu'ils se disent qu'est-ce que va faire cette boîte-là, c'est qu'on explique vraiment ce qu'on fait à chaque étape. Donc, ce n'est pas de bout en bout. On a vraiment de l'automatisation, beaucoup. En fait, on peut assez facilement expliquer de l'automatisation. Et comme le traitement de la donnée est souvent régi par des règles, on ne vomit pas un résultat. On sait comment on doit construire les indicateurs. Ce qui est compliqué, c'est d'arriver à la matière première pour le faire. Et donc, on a la maîtrise de tous les indicateurs qu'on pose. On ne fait pas de vecteur de risque. On fait vraiment du traitement, de l'automatisation du traitement de la donnée. Donc, c'est un peu moins black box, boîte noire que ça peut l'être quand on fait de la détection de risque, parce que le modèle va sortir une info et on ne sait pas trop si c'est un vrai risque, avéré, pas avéré. Enfin, c'est un des problèmes côté SOC. Nous, de notre côté, c'est vraiment l'automatisation, l'explication de l'automatisation. Oui, avec des règles qui sont précises, quoi, et qui sont explicables. En tout cas. sont explicables. C'est ça.
Mais est-ce que, par exemple, tes développeurs, quand tu les embauches, ils ont cette culture du risque, cette conscience du risque quand même? Parce que, bon, d'accord, tu arrives à avoir des résultats propres, mais il y a les hommes ou les femmes derrière. Oui, alors il y a des chartes assez claires là-dessus. On ne peut pas se permettre, nous, en tant que start-up, d'avoir un petit accroc dans notre réputation. Si on est lié à une fuite de données ou que ça passe par nous et qu'on est prestataire, on est mort en termes de réputation. Donc en fait, il y a des choses assez simples qui sont des chartes où tout le monde arrive et la signe, du marketing à la tech plus, en expliquant qu'on n'utilisera pas de LLM connecté sur Internet. Ça, c'est la tarte directe, quoi. Ça peut être un sujet de mise à pied RH, parce qu'en fait, on ne peut pas exploiter de la donnée de nos clients et ne pas se dire qu'elle est aussi importante que la nôtre, et certainement pas aller jouer avec des outils qui sont en ligne. Donc on revient au sujet d'avoir des modèles de développement on-prem avec des gens qui savent vraiment les utiliser. Donc un peu de communication au début, des normes, et on est assez peu nombreux aujourd'hui pour pouvoir s'assurer que tout le monde le fait de cette façon-là. Mais ensuite, en fait, le risque, il est surtout réputationnel. Comment on fait côté client pour leur montrer qu'on colle aux normes, qu'on va même un peu plus loin, que dans l'outil qu'on leur propose, ça colle aux normes que ces entreprises-là doivent suivre. En fait, il y a beaucoup de pédagogie, et dans le positionnement de notre produit, comme on est petit, on est encore 500, on peut se permettre justement de lui donner une forme qui colle avec ce que nos clients vont chercher. Mais la meilleure façon de se prémunir, c'est vraiment le B.A.-ba, de dire à la personne qui est l'être humain qui est responsable de l'outil qu'il utilise. C'est comme les conducteurs de voitures autonomes. Avant qu'ils soient plus responsables de ce que fait leur voiture, je pense qu'il y aura un peu de temps. C'est la même chose pour nos devs. D'accord. C'est une belle analogie. Merci. Gilles, je reviens vers vous. Vous disiez tout à l'heure que vos industriels, vos clients, ils ne font pas tous de l'IA, mais ils ont envie. Et ils ont conscience aussi des risques qui sont liés, alors pas qu'à l'IA, mais à l'IA aussi. Oui, ils en ont bien conscience parce que c'est eux qui portent la responsabilité quand il y a un désagrément. Donc l'impact financier est direct. Donc non seulement ils en ont conscience, mais c'est là où ils sont aussi très très friands d'IA de confiance. On en a parlé tout à l'heure, mais alors, je ne sais pas si ça a déjà été dit, mais l'État français a été précurseur sur l'IA de confiance. Il a lancé un programme il y a un peu plus de 5 ans, piloté par l'IRT, pour le compte de l'ensemble de la communauté IA nationale, et ce qui a donné lieu notamment à l'IA Act au niveau européen. Parce qu'on cherche absolument en Europe à avoir une IA éthique, responsable, explicable, acceptable. Donc on a défini tout un tas de critères qui permettent de définir ce que c'est que cette IA. Et donc donner plus confiance aux industriels pour intégrer ce type d'IA dans leurs produits et dans leurs services. Alors vous avez oublié un mot, tolérable ou intolérable, parce que on va parler de l'IA Act. Donc l'IA Act qui a été voté en août 2024. Donc c'est applicable à partir de 2026, je crois. Oui, c'est ça. Enfin, il y a une transition assez longue, sauf pour qui a déterminé 4 types de risques. Donc les risques intolérables ou inacceptables, les hauts risques, les risques spécifiques et les risques non élevés. Bon, voilà. Je m'arrête là parce que c'est assez long. Et les risques intolérables, là, ça commence dès février 2025. Il va falloir, comme c'est une réglementation, ça ira peut-être ensuite plus rapidement dans le droit. Enfin, je pense qu'il y a des dates qui sont de toute façon fixées. C'est pas comme la directive Nice qui risque d'un peu... L'ambition, c'est que ça fasse comme le RGPD, hein, de toute façon, oui, que ça devienne niveau mondial. On est sur la réglementation, donc là, on n'a pas le choix. Qu'est-ce que ça va changer, justement ? Vous êtes confiants sur cette IA Act, les uns et les autres ? Pour moi, c'est encore l'Europe qui brandit son drapeau, mais on est très fiers. L'Europe, elle a quand même réussi à embêter un petit peu le monde dans le numérique avec les cookies et compagnie. C'est pas parfait, la privacy. Il y a encore beaucoup de GAFAM qui sont toujours gourmands en données, mais les choses s'améliorent. Donc je pense que sur l'IA Act, c'est bien de le faire. Et d'ailleurs, la Californie, par exemple, a eu sa loi sur la privacy un peu après l'Europe et son GDPR. Donc il y a quand même un côté précurseur qui est intéressant. Et je pense qu'on a vraiment une loi qui va avoir un impact probablement aussi fort que le RGPD, parce que l'IA Act, c'est quand même assez engageant. C'est pas mal de choses. C'est un potentiel IA officer dans les entreprises pour veiller au grain. Il va falloir qu'il y ait quelqu'un. Donc il y a un vrai engagement. Il va falloir suivre. Et quand on voit
la vitesse à laquelle l'IA se répand dans toutes les entreprises, parce que c'est facile, c'est sexy, c'est attirant, plein de boîtes l'utilisent, que ce soit dans les LLM, dans les solutions, dans des SaaS, dans des startups, etc. Cadrer tout ça, ça va être beaucoup de travail. L'IA officer, je ne sais pas comment on va l'appeler, il va courir partout. Les gens ne vont pas vouloir lui dire ce qu'ils font parce qu'ils n'ont pas envie d'être embêtés de devoir faire je ne sais quel dossier pour approuver l'usage qui va bien. Ça va être un beau métier aussi sympa que DPO ou RSSI, mais nécessaire pour justement éviter de voir des données courir partout. Ça va faire naître des métiers, c'est merveilleux. Exactement, donc on peut déjà lancer une formation IA officer. Mais il y a quand même quelque chose de positif là-dedans, c'est qu'on voit que le métier de RSSI et de DSI existe depuis très longtemps, et les attaques font que tout le marché doit rattraper 15-20 ans de pratique qui étaient un peu non cadrées. Donc peut-être que le meilleur ou pas assez cadré, ou que les directions n'écoutaient pas assez, à juste titre, parce qu'il y avait moins d'attaques qu'aujourd'hui. Et ce qui est intéressant avec l'IA, c'est qu'en fait, comme ça commence, les startups, les ETI, les grands groupes peuvent commencer proprement, pour éviter justement d'avoir 15 ans de pratique à rattraper quand l'IA sera réellement déployée et régulée. Donc il y a quand même, oui, ça va être beaucoup de choses à faire, mais en fait, si vous commencez proprement, et c'est un peu le même sujet en cyber, mais là je parle pour notre paroisse, je prêche pour notre paroisse, si vous commencez proprement, ce sera beaucoup moins pénible que dans 4 ans, vous devrez vous taper votre IA officer qui va vous dire je ne peux rien faire si vous ne mettez pas 5 millions sur la table. Et alors moi je vais devoir passer aux questions-réponses, parce qu'il faut qu'on tienne le timing. Ah ouais, mais on a commencé en retard. Bon, oui, mais après, on a tout le reste de juste une dernière chose sur l'IA Act. Bon, c'est européen. Peut-être que les Américains... Enfin, j'ai lu que c'était extraterritorial de toute façon. Hein. Mais bon, on sait très bien qu'il y a certains pays, l'IA Act, ça ne va pas les empêcher de continuer à faire des deepfakes, de continuer à faire des attaques. Mais enfin, bon, il vaut mieux avoir une réglementation où on est quand même 27 autour de la table pour la mettre en place que rien. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour les intervenants ? On a plusieurs questions, en effet. Une des personnes s'interroge sur avec la poussée de l'IA générative, les équipes cyber des entreprises ont pu être parfois réticentes à ces nouveaux usages. Est-ce que cette crainte vous semble fondée ? Et si oui, pourquoi est-ce plus risqué que n'importe quelle autre application ? Pour avoir accompagné des équipes cyber sur ça, les équipes cyber ont une petite paranoïa naturelle. Hein. Voilà, les nouveautés numériques, c'est toujours une source d'ennui, d'une manière ou d'une autre. Mais le cloud, je pense, a permis d'apprendre un petit peu comment appréhender des gros tournants technologique. Au début, la cyber a dit non, le cloud sûrement pas, et maintenant le cloud il est partout, même dans la cyber. Donc là, je pense que l'idée, comme souvent, et ça a été dit aussi par Théo, c'est d'essayer de cadrer les pratiques le plus tôt possible et d'expliquer aux gens que donner plein d'infos confidentielles dans un prompt ChatGPT, c'est pas une très bonne idée, d'expliquer que donner la moitié de la base de prod et tout le fichier client à une petite start-up qui va faire une analyse d'IA, c'est bien, mais il faut probablement un contrat. Donc voilà, c'est normal qu'il y ait toujours cette petite réticence parce que dans la cyber, malheureusement, on est déformé, on voit les risques partout, mais c'est le métier. Et la posture, ça, comme d'habitude, c'est de dire oui, mais c'est pas dire non, mais de dire oui et accompagner. Super. Et en complément, je dirais ça dépend aussi directement du cas d'usage. L'usage de la technologie et comment elle apporte une valeur ajoutée. L'IA générative, il y a plein de cas d'usage où c'est incontournable et où les risques cyber sont relativement limités, voire maîtrisés. Si on parle d'autres cas d'usage dans l'embarqué, là, c'est un vœu pieux. Voilà, donc il y a bien ciblé le cas d'usage. Et alors, on rebondissait sur l'histoire on demandait s'il y avait une jurisprudence d'un salarié qui aurait envoyé des informations sensibles de l'entreprise dans une IA générative avec conséquence un préjudice pour l'entreprise. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça ? Alors, je ne sais pas, pour la jurisprudence, on ne sait pas, mais on s'était rapproché d'un cabinet d'avocats pour construire nos contrats. Et c'est tout à fait légal d'imposer des normes d'hygiène informatique, comme il y en a plein d'autres qui ne touchent pas à l'IA. Donc pour la jurisprudence, je ne sais pas. En tout cas, pour le fait d'être capable de dire à un salarié très clairement, si vous faites ça, c'est carton parce que ça met en péril la société, les clients, la crédibilité, ça c'est possible. Et la bonne nouvelle, c'est probablement que les chartes informatiques historiques, si elles ont été bien faites, elles englobent probablement ce cas d'usage parce que c'est ni plus ni moins qu'un site web, ce ChatGPT. Voilà, derrière, il y a de l'IA, mais le fait de passer de l'info sensible dans un outil professionnel est probablement déjà cadré.
pense que la jurisprudence est probablement pas aussi rapide que l'IA, donc il faut attendre un petit peu, mais on en aura probablement tôt ou tard. Ok, super. On a fait le tour des questions. Il y a un élément qui est quand même important, puisque justement, je regardais un site d'une avocate que nous connaissions bien et sur le droit des technologies. Bon, les contrats, c'est important. Mais c'est toujours important qu'on fasse du cloud ou on fait du cloud, on fait de l'IA derrière. Il faut vraiment regarder derrière aussi. La relation contractuelle est primordiale. Il ne faut pas l'oublier. Alors c'est vrai, c'est d'autant plus important au regard de ce qu'on a dit sur les lois, parce qu'au-delà de l'IA Act, il y a le Cyber Resilience Act, il y a le Cyber Security Act. Donc au niveau européen, il y a tout un tas de lois, il y a vraiment une panoplie réglementaire qui s'étoffe. Et donc l'aspect juridique et contractuel sur l'ensemble des produits et services que l'on offre devient de plus en plus une arme compétitive. Oui, mais il y a quand même un point, parce que quand on voit toutes ces normes et tous ces actes qui arrivent, ça peut faire peur en se disant mais on va avoir 250 000 normes à respecter. Mais en fait, c'est comme en cyber, il y a 10-15 normes d'hygiène basiques que tout le monde connaît qui vont couvrir la grande majorité des usages. Et il y aura seulement certaines boîtes qui sortiront de ces usages-là. Donc, il ne faut pas être trop impressionné par tous les actes et la liste des choses à faire. Dites-vous juste que si vous faites vos normes d'hygiène classiques cyber, je connais ma carto, je gère mes accès, je sais ce qui a de la valeur pour mon entreprise. Et de plus en plus, on fait le pont entre ce qui a de la valeur business et ce qu'on protège, parce qu'on ne fait pas de la cyber pour le kiff. Mais donc se dire qu'il y a plein d'actes qui arrivent, mais ce qui sortira dans NIS 2, t'en parlais sur la norme, on le sait déjà quasiment à 90%, c'est ISO 27001, il y a plein de boîtes qui le maîtrisent, donc il ne faut pas non plus avoir peur de tout ça en se disant « Oh mon Dieu, on ne va pas pouvoir bouger un orteil ». Mais le conseil, ça reste de... C'est de le faire maintenant. C'est ouais. au moins de commencer maintenant. Oui, je pense. Ouais. Voilà. Alors, on a encore 1 minute, donc 3 au maximum. 2 minutes, allez, maximum. 1 minute par personne ou 20 secondes par personne. Une petite question prospective. On reste cyber et IA. Hein, c'est notre thème. Optimiste, plein d'opportunités. Attention. Voilà, positif, juste une petite anecdote sur le rétroviseur, même si on parle du futur. On a passé un été assez mouvementé avec les JO. Chez Advance, on a été impliqué avec le SOC, donc cet organe de supervision. On a été dans certains sites olympiques. C'était 60 personnes qui ont supervisé un certain nombre d'environnements extrêmement critiques sur la période des Jeux, donc les Jeux plus les Paralympiques. C'est environ 500 000 alertes sur cette période. 500 000 alertes, et c'était une équipe qu'on a mis en place de 60 personnes qui n'ont malheureusement pas passé de vacances au soleil. Voilà, 500 000 alertes sur cette période avec 60 personnes. Heureusement que l'IA était là d'une manière ou d'une autre. Alors évidemment, ce n'est pas les robots qui ont tout fait, mais on voit bien que ça a été un levier de productivité et de confiance aussi dans le système de détection hyper puissant. Donc ça montre que c'est positif et que, comme d'habitude, ces technos, on va les utiliser de mieux en mieux. On va avoir d'autres usages que la détection, mais l'amélioration de la réponse aux incidents, probablement des réactions plus vite, plus rapides et donc des impacts plus courts, plus restreints pour les entreprises. Donc pour moi, c'est des choses très positives. Comme d'habitude, on garde la tête froide, on cadre, on analyse les risques, mais on y va. Merci. Gilles ? Oui, j'ai commencé l'introduction en disant IA et cyber, cocktail explosif, mais en fait, c'est une formidable opportunité aujourd'hui de s'ancrer dans ces technologies-là pour avoir un monde plus sûr, plus résilient. Un des axes sur lesquels nous, on voit une perspective grandissante, c'est le spatial avec le lancement des microsatellites en orbite basse. Donc notre ami, je dis ma amie un peu... Votre ami Elon Musk. Elon Musk envoie un satellite tous les 3 jours. Il doit avoir la moitié de la flotte de satellites en orbite basse aujourd'hui. Et toutes nos données passent par les entreprises anglo-saxonnes à qui on confie nos données bien volontiers. Donc IA, cybersécurité pour rendre plus sûr, plus résilient et protéger nos données au niveau du spatial, je pense que c'est un champ d'application très, très intéressant. Merci. Et pour conclure... Donc et la casquette start-up, très emballée. On voit justement, oui, il y a des risques qu'on peut cadrer parce qu'on est plus jeune, donc on est plus mobile et forcément on peut s'adapter à ce qui sort en prévoyant. Assez emballé parce qu'il y a des choses qui vont extrêmement vite. Là, on ressort un nouveau produit de traitement de données qu'on construit en 2 ou 3 mois. Ou si on fait attention au début de la construction du produit à ces normes et à ce qu'on va devoir expliquer parce qu'on sait ce qu'on fait, ça va extrêmement vite. Et après, c'est comme tout. Il y a tellement d'opportunités et tellement de choses à cadrer que forcément, ça nous donne du travail, ce qui est très bien.
Et peut-être en conclusion, l'enjeu de voir ce que ça génère comme intérêt. Nous, on est une start-up qui sort de Ratech, on est aujourd'hui au campus cyber, on peut travailler avec des instituts de recherche, discuter avec des pros du service et être justement membre de la Cité de l'IA pour voir les pros qui sont à l'état de l'art de ce sujet-là. Donc on ne peut pas ne pas s'enthousiasmer de ce truc-là. Merci à tous les trois en tout cas. Merci à tous. Merci beaucoup.